Une idée d'atelier qui fonctionne aussi très bien, c'est profiter en fait de l'autodénonciation. Alors, l'autodénonciation, c'est quoi? Finalement, c'est... imaginons que vous avez plusieurs managers qui sont tous ensemble autour de la table, où vous faites votre atelier, et vous allez leur... voilà, il y a un projet qui est lancé, il y a un nouveau projet qui est lancé, il y a pas mal de risques sur ce projet, et vous pouvez leur demander, voilà, comment est-ce que vous pourriez réussir à faire en sorte que ce projet soit un échec. Et cette question-là, finalement, de comment est-ce que vous pourriez réussir à échouer, comment vous pourriez réussir à faire échouer euh, l'équipe en question, voilà ce genre de questions, finalement des questions qui sont assez paradoxales. Réussir à échouer, c'est assez paradoxal, mais ce genre de questions, si vous les posez à une assistance, ils peuvent finalement imaginer, trouver des réponses à ça et finalement s'auto-dénoncer. Autre exemple de l'autodénonciation, vous êtes sur un projet, euh, quelles sont les techniques formidables que nous pourrions mettre en œuvre pour échouer sur ce projet? Euh, Comment est-ce que vous pourriez réussir à saboter la relation, à saboter le projet? Vous avez comme ça plusieurs formulations possibles, mais l'idée c'est de poser la question ouvertement, comment on pourrait réussir à échouer? Vous pouvez aussi commencer par demander quelles sont les pires choses qu'on pourrait faire, que quelqu'un pourrait faire sur un projet, quels sont voilà, les pires comportements qu'on pourrait avoir sur un projet. Ok. Très bien. Maintenant qu'on a répondu à tout ça, qu'est-ce que nous on fait déjà parmi toutes ces propositions? Voilà, vous avez plein d'exemples comme ça finalement d'ateliers systémiques où voilà, on met tout le monde autour de la table, chacun a des post-it, hein, les facilitations classiques. Vous allez vous posez des questions comme ça un peu paradoxales sur comment réussir à échouer. Et les gens peuvent noter des idées. Parfois, ils vont noter des idées qu'ils imaginent, mais parfois, ils peuvent noter des choses que eux-mêmes pourraient faire, que eux-mêmes, parfois de manière inconsciente, pourraient faire. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où vous êtes dans une démarche à vous autodénoncer, finalement, ça va limiter la probabilité que ces personnes fassent ce qu'ils ont dit qu'ils pourraient faire. Une autre technique, alors, il y a aussi une technique qui est qui fonctionne bien pour basculer en méta, pour pouvoir prendre un petit peu de recul par rapport à des situations. Alors ça, c'est valable pour la résolution de conflits, mais ceci est valable dans plusieurs cas. Le fait de dessiner, le fait de faire dessiner les choses. Donc, vous pouvez par exemple, dans le cas d'une résolution de conflit, dans le cas d'une gestion de conflit, vous pouvez demander en fait aux protagonistes de dessiner leur situation. Très bien, vous avez un feutre rouge, un feutre bleu, vous êtes au tableau, dessinez une représentation de votre situation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un conflit qui n'est pas géré, un conflit qui n'est pas traité, c'est une forme d'homéostasie. Et donc le fait de faire dessiner à des protagonistes leur situation, ça leur fait prendre du recul par rapport à la situation, et ça peut les aider à en discuter, à se mettre d'accord sur un objectif commun qui est de dessiner, et donc du coup à améliorer leur relation. Vous pouvez aussi avoir ce travail en début de projet avec une nouvelle équipe. Vous êtes en train de lancer un nouveau produit, vous êtes en train de constituer une équipe. La vision a été exposée, la vision est présentée. Et puis vous pourriez demander aussi aux équipes de dire, dessinez la vision produit. Pour vous, c'est quoi la vision produit? Dessinez-le. Et l'idée, c'est qu'ils collaborent tous à dessiner tous ensemble cette vision, ce vers quoi ils veulent aller. Qu'est-ce qui ferait que le produit serait vraiment exceptionnel et ravirait les utilisateurs. Voilà, donc le dessin, c'est aussi une technique qui est extrêmement intéressante et utilisée dans la facilitation, pour travailler, pour basculer en méta et réfléchir ensemble. Un autre cas, dans la gestion du stress, on voit que aussi dans la gestion du stress, le fait de dessiner la situation pour qu'un enfant de 7 ans puisse la comprendre, ce sont des techniques qui sont utilisées qui permettent, pour certaines personnes en tout cas, de diminuer le stress sur une situation en question. Donc ça, je vous en reparlerai dans la gestion du stress. La gestion du stress, ça fait aussi partie
des outils qui sont importants dans une transformation agile à l'échelle. Autre technique autre atelier hein, qu'on peut faire pour provoquer le changement. Autre atelier aussi qu'on peut faire dans le cadre d'une résolution de conflit, ou dans le cadre aussi d'un lancement produit, enfin du démarrage d'un produit, quand on constitue l'équipe. Entre deux protagonistes par exemple, qui ne s'entendent pas toujours parfaitement bien, vous pouvez leur demander « Sur quoi êtes-vous d'accord pour ne pas être d'accord ?» Donc cette question aussi qui est paradoxale, sur quoi êtes-vous d'accord pour ne pas être d'accord? C'est un peu étrange comme ça, mais en fait, ils vont être obligés de discuter de leurs désaccords et ils vont être obligés finalement de trouver un accord, donc de créer un lien entre eux, de réussir à créer une liaison des règles de fonctionnement communes sur lesquelles ils sont d'accord, et rien de mieux pour ça que de parler de leurs désaccords. Finalement, qu'est-ce que tu ne lâcheras jamais? Sur quoi est-ce que toi tu refuses de bouger? Ben moi je refuse de bouger là-dessus, moi là-dessus. Et en fait, ils vont réussir à être d'accord sur une liste de choses sur lesquelles ils ne seront pas d'accord. Donc ça, c'est aussi paradoxal, mais ça fait partie des techniques qui sont extrêmement efficaces dans des ateliers de résolution de conflits, ou bien dans des ateliers de constitution d'équipe, quand on démarre un projet, vous démarrez une start-up, vous démarrez un nouveau produit, vous démarrez une collaboration avec quelqu'un. Sur quoi êtes-vous d'accord pour ne pas être d'accord? Et vous les laissez travailler, vous les laissez réfléchir. Autre atelier utile dans ce genre de situation, la charte. Tout simplement, vous demandez aux personnes de définir une charte de bon fonctionnement où ils vont décrire leurs différents articles de loi, leurs tables des lois, si vous voulez, ou plutôt leur constitution, qui sont un ensemble de règles de base sur lesquelles ils sont d'accord, et sur lesquelles, ce qui va définir en fait leurs règles de fonctionnement. Faire une charte à une équipe en début de projet, c'est quelque chose de très positif, ça permet de discuter finalement du mode de fonctionnement, et c'est quelque chose qui est très efficace pour constituer finalement, pour renforcer le système. Parce que quand on travaille sur les interactions entre les individus, on permet au système d'être plus performant. Et quand on rend ces interactions plus claires, plus rapides, plus automatiques, et grâce à des règles finalement de bon fonctionnement entre les individus, c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour la performance du système. Voilà, donc là je vous ai donné quelques idées d'ateliers. Je vous mets pas en fait l'atelier décrit de A à Z complet, c'est pas ça qui est important, parce que ça, la logistique, le nombre d'invités, tout ça, ça dépend vraiment des situations, ça dépend des environnements. Moi je vous donne des exemples de questions que vous pouvez poser. Je vous donne des exemples finalement de types d'ateliers que vous pouvez leur faire faire. Et croyez-moi, ça, ce sont des ateliers qui fonctionnent très bien et que j'ai moi-même expérimenté. Et j'ai eu des collaborateurs qui étaient ravis de faire ça et qui ont senti qu'effectivement ça fonctionnait bien. Donc, autre idée d'atelier pour ça, droit et devoir. Vous avez 3 équipes par exemple, ou 3 rôles différents au sein d'une même équipe. PO, développeur, Scrum Master par exemple, hein. Et vous pouvez leur demander finalement quels sont vos droits vis-à-vis des autres et quels sont vos devoirs vis-à-vis des autres. Et vous demandez finalement à chacun de rédiger sur un tableau quels sont mes droits envers A, mes devoirs envers A, quels sont mes droits envers B, mes devoirs envers B, et vous le faites comme ça 3 fois sur 3 tableaux à part, mais qui visibles de chacun. Après, vous allez pouvoir comparer les droits et les devoirs, c'est-à-dire le droit de A envers B, est-ce qu'il correspond au devoir de B envers A? Et vous regardez de proche en proche et vous créez en fait la discussion entre les interlocuteurs de manière à ce qu'ils puissent se mettre d'accord par rapport à tout ça, qu'ils puissent préciser finalement qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu attends de moi. Clarifier les droits et devoirs, c'est clarifier les interactions entre les acteurs. Et à partir du moment où ces règles sont définies au préalable, ça se passe beaucoup mieux par la suite, parce que finalement, on a une référence sur laquelle on peut s'appuyer, qui peut éventuellement évoluer en fonction du temps, évidemment, à travers des rétrospectives ou à travers des adaptations aux règles, hein, de manière à être encore plus performant. Mais le fait de le déclarer dès le départ, de le définir dès le départ, et puis éventuellement de le faire signer, hein, à la fin, vous le faites signer, c'est quelque chose qui formalise, en fait, quelque part, les règles de bon fonctionnement. Donc tout ça, ce sont des techniques qui permettent finalement de gérer
de gérer finalement la bonne qualité des interactions au sein du système, qui peuvent aussi permettre de gérer des moments de tension. Quand vous avez des tensions au sein d'une équipe sur les rôles et responsabilités, faites un atelier le rôle et responsabilité, chacun décrit ses droits et devoirs envers les autres, et vous les faites comparer, vous les faites discuter entre eux, et puis à un moment donné, s'il faut un arbitrage par rapport à ça, si les gens ne sont pas d'accord, il doit y avoir un manager, il doit y avoir un coach, il doit y avoir une autorité en tout cas. Euh, Peut-être pas un coach d'ailleurs, parce que c'est pas à lui de le faire, mais un manager, enfin c'est surtout pas à lui de le faire en fait, mais un manager, quelqu'un qui est responsable hiérarchiquement et qui va clarifier, qui va arbitrer en disant bon bah non, dans ce cas-là, c'est plutôt ça qu'on va faire, c'est plutôt comme ça qu'on va fonctionner. Alors je dis que le coach n'a pas autorité parce que là on est dans une logique de posture basse du coach qui facilite l'atelier, mais si on fait appel à un coach qui est un expert en agilité pour clarifier des rôles et des responsabilités, ça peut être aussi le rôle du coach de dire non, la responsabilité du backlog, c'est le product owner par exemple. Des choses qui sont finalement simplement transmettre des informations hein, sur un mode de fonctionnement qui est général, enfin qui est reconnu, quoi. Voilà pour différents exemples d'ateliers que vous pouvez faire dans une transformation agile pour régler les problématiques au sein d'une équipe ou au sein d'un système. Vous pouvez le faire aussi avec des managers qui sont responsables de différentes entités. Tout ça, ça peut être très utile.